Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité Hassan Lakehoul, qui est secrétaire général du mouvement des jeunes communistes français. C'est ça. Bonjour Hassan. Salut. Pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le MJCF et comment il se situe par rapport au Parti communiste français? Ouais, bien sûr. Ouais. Le MJCF, c'est une organisation de jeunesse et on n'est pas les jeunes du PCF. On est une organisation de jeunesse indépendante. Bon, évidemment, ici, on est au siège du PCF et du MJCF, donc on a notre siège au même endroit et la plupart, je dirais peut-être, allez, 2 tiers des adhérentes et des adhérents du MJCF sont aussi adhérentes ou adhérents au PCF, mais il n'y a rien d'automatique. On est une organe indépendante. Et dans beaucoup de partis, c'est tu adhères et quand tu as moins de 30 ans, tu es automatiquement dans la branche jeune. Nous, c'est pas ça. On est une organe de jeunesse indépendante, mais qui travaille en complémentarité avec le PCF, évidemment. Ça n'aurait pas de sens pour nous parce qu'on considère qu'on est une organe révolutionnaire et que si un jour on a envie d'avoir des perspectives révolutionnaires, il faudra un parti pour ça. On croit encore à la forme de parti politique et on pense que le Parti communiste est le mieux placé. Donc, ça n'aurait pas de sens de vouloir s'engager dans une cause révolutionnaire et arrêter à 25, à 30 ans, quoi. Donc, on est en complémentarité avec le parti. Et en même temps, si on n'était que les jeunes du PCF, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas d'intérêt, quoi. Enfin, parce on n'est pas juste là pour décliner les campagnes du parti auprès de la jeunesse. Non, non. On est là pour conscientiser la jeunesse à l'engagement révolutionnaire et à faire en sorte que les jeunes soient partie prenante de ce processus, quoi. Donc, c'est une organe indépendante qui travaille en complémentarité avec le PCF. Ok. Il n'y a pas de différence de ligne entre vous et le PCF? Comment C'est pas par ça qu'on se définit. On n'a pas, disons que c'est pas une fin en soi, quoi, la différence de ligne. On n'est pas une organe indépendante parce qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets. C'est pas ça. C'est qu'on est une organe indépendante qui a ses propres modalités d'action. On a nos propres campagnes, nos propres directions, notre propre adresse. Et du coup, cette diversité d'adresses, cette diversité de manières de parler, font que des fois, on arrive à des nuances sur certains sujets. Mais c'est dans ce sens. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a une orga à côté. C'est comme on a une orga à côté qui a ses propres manières de s'adresser à la jeunesse, parfois on a des nuances. Mais c'est plus comme ça que je le dirais, quoi. Alors justement, dans vos manières de vous adresser à la jeunesse, comment est-ce que ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous faites auprès des jeunes? Chez nous, notre grande conviction, c'est que il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses et qu'il faut réussir à parler à toutes les jeunesses. Parce que nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a, avec leur diversité, mais globalement, les organisations de gauche parlent qu'à une seule type de jeunesse. En gros, pour caricaturer, elles sont implantées dans les grandes villes, dans les centres-villes de ces grandes villes et dans les grandes facs de ces centres-villes des grandes villes. Mais sortons de ces endroits et il n'y a plus personne. Et nous, on veut vraiment, on pense que la jeunesse des quartiers populaires, on pense que la jeunesse des villages, des villes moyennes et même pas forcément des villes de moins de 100 habitants, mais je sais pas, moi j'ai grandi à Tournefeuille, c'est dans la banlieue toulousaine, il y a 28 000 habitants, et ben là, la seule organe de jeunesse, c'est les jeunes communistes. Et dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Et donc nous, on veut vraiment pas parler qu'à la jeunesse étudiante, même s'il faut leur parler évidemment, mais aussi parler aux jeunes travailleurs, parler aux jeunes en lycée professionnel, parler aux jeunes agriculteurs, parler aux jeunes ruraux, parce que tous ces jeunes, qui leur parlent? S'il y en a un qui leur parle, c'est Jordan Bardella. Voilà. Bien Et sûr. donc maintenant, soit on dit, ah ouais, de toute façon, ces jeunes-là, c'est des fachos, ils votent RN et puis c'est tout. Mais bon, si on veut être majoritaire, moi je ne sais pas comment on fait pour se satisfaire de ça. Ou alors on dit non, ces jeunes-là, et d'ailleurs souvent moi je dis c'est les nôtres, quoi. Les jeunes en bac pro, les jeunes travailleurs, c'est des jeunes qui ont encore plus d'intérêt que les autres, je dirais presque, à être chez les jeunes communistes. Et donc nous, on décide d'aller leur parler aussi, on ne se contente pas des centres-villes. Ça, c'est, je dirais, une des particularités des jeunes communistes quand même. Ok. Et justement, en parlant de ça, on voit qu'il y a une montée du RN dans toute la société, dans tous les milieux populaires et dans toutes les catégories d'âge, y compris chez les jeunes. Il y a une montée du RN et un recul progressif de la gauche. Ouais. Comment est-ce que vous analysez ce fait de société? Comme ça, parce que je dis là, parce que la gauche, je crois, elle s'est trop perdue dans sa zone de confort en se disant,
peut-être en se perdant dans un entre-soi, peut-être un peu confortable, c'est sûr. Et puis c'est dur faut se faire violence, quoi. C'est dur de sortir de sa zone de confort et de se dire, bon, ben, tant pis, c'est des gens qui, a priori, votent pas pour nous, mais c'est pas grave, faut aller leur parler. Et donc, moi, je pense que c'est à cause de ça. C'est parce que, en fait, je vois qu'il y a des politiques libérales qui sont menées depuis que je suis né, hein, depuis que ma génération a connu que ça. Et puis, donc, il y a une gauche, la gauche socialiste des années 2010, la gauche à la François Hollande, qui a un peu, où il y avait un espoir, où enfin on va rompre avec ces politiques libérales. Ben, cette gauche-là a trahi. Et puis, il y a aussi une gauche, comme je le disais, une gauche qui s'est perdue dans un entre-soi confortable de très urbain, quoi. Et donc, ben, si à la fois les gens sont désespérés par le libéralisme et par la gauche qui a mené des politiques libérales, ben donc ils ne se tournent pas vers nous. Et puis s'il y a toute une partie des classes populaires, toute une partie de la France à qui on ne parle pas, eh ben voilà, ça donne un RN premier parti de France, quoi. Et donc ça, ben, ça va demander beaucoup de boulot, ça va demander de se faire violence, mais je pense que c'est un travail nécessaire. Sinon, la gauche, elle est condamnée à devenir marginale. Et peut-être que ça va vouloir dire des choix qui, dans un premier temps, vont heurter certains. Et où, ben ouais, quand Fabien Roussel met les pieds dans le plat, il parle de sécurité, il n'a pas peur de parler d'avoir des propositions là-dessus, il n'a pas peur d'essayer d'avoir une voix un peu plus concrète et intelligente et plus construite en tout cas que la bien-pensance à gauche sur les questions d'énergétique, avec la position qu'on a sur le nucléaire. Ben, tout ça, ouais, parfois ça secoue. Mais moi, je pense que c'est nécessaire de se secouer parce que rester dans notre zone de confort, on a vu ce que ça fait 25% si on est gentil, quoi. Mais ça, moi, c'est un peu la gauche que j'appelle la gauche de la défaite, quoi. Et la gauche de la défaite, on la connaît, elle a été candidate plusieurs fois à l'élection présidentielle, et ben, elle n'a jamais gagné. Et pour moi, il faut tourner la page de cette gauche de la défaite et construire une gauche majoritaire. Et ça, je suis convaincu que ça se fera sur les bases qu'on a posées avec Fabien Roussel, avec Léon Desfontaines. Et ça, je ne sais pas si ça sera nous toujours, mais en tout cas, ou ça sera nous tout seuls, probablement pas. Mais en tout cas, je suis convaincu que ça sera sur ces bases-là. Une gauche authentique et populaire. C'est que comme ça qu'on fera reculer le RN. Aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui est confrontée à beaucoup de problèmes économiques, peut-être beaucoup plus que leurs aînés au même âge, leurs parents ou leurs grands-parents. Il y a un phénomène de ce qu'on appelle la génération Tanguy, tiré du film Tanguy, c'est-à-dire d'enfants de jeunes qui vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents, qui rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, qui doivent en plus faire des études de plus en plus longues parce qu'on demande de plus en plus de diplômes. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène et est-ce que vous pensez que la gauche aujourd'hui arrive à répondre à ce phénomène? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'il faille faire plus d'études de plus en plus longues. Ça, moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que pour relever tous les défis qu'on a devant nous, le défi du vieillissement de la population, le défi de l'égalité femmes-hommes, qui va enfin falloir mettre en place concrètement, le défi écologique, les défis sanitaires où on va être amené à avoir des maladies, des épidémies qui vont devenir de plus en plus régulières. Avec tous ces défis, on a besoin d'avoir la jeunesse la mieux formée possible. Et donc qu'on fasse plus d'études, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, donnons les moyens à la jeunesse de répondre à tous ces défis. Et la jeunesse, ça doit être une solution. Aujourd'hui, c'est vu que comme un problème. Et donc ça, c'est quelque chose. Par exemple, le truc de Parcoursup, c'est qu'on dit, parmi tous les bachelières et bacheliers, il y en a une partie qui vont avoir le droit de faire des études et une partie qui n'aura pas le droit. Mais ça, pour moi, c'est idiot au possible. Parce que si on veut avoir la jeunesse la mieux formée possible, pour faire tout ce dont j'ai parlé, c'est idiot de se tirer une balle dans le pied en privant la nation d'une partie de ses forces vives. C'est un suicide national, Parcoursup. Et donc, pour moi, si on veut que la jeunesse soit une solution, il faut lui donner les moyens de réussir. Et donc, permettre à tout le monde d'avoir accès à l'enseignement supérieur, c'est une première chose. Et ensuite, sortir la jeunesse d'une espèce de bizutage social à l'emploi, où on sait que quand on arrive dans les boîtes, on multiplie les CDD, voire les missions d'intérim. Forcément, on connaît un peu moins nos droits que ceux qui sont dans le marché du travail depuis longtemps. Donc, on va subir plus férocement l'arbitraire patronal, on va subir les bas salaires. Et donc, tout ça, il faut s'attaquer à ça pour moi. L'éducation, le travail, c'est central si on veut que la jeunesse puisse être émancipée. Et donc, au-delà de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'enseignement supérieur, c'est aussi le logement étudiant. Parce que là, on le voit,
il y a une grosse crise du logement et dans les rentrées qui vont suivre, ça va être catastrophique. Donc permettre à tout le monde d'avoir accès à l'enseignement supérieur dans un logement correct, avec si possible un peu de sous pour remplir son frigo et pas avoir à se casser la tête avec des jobs étudiants, parce que ça c'est ce qui est le premier facteur d'échec à l'université. Et donc nous on propose un revenu étudiant financé par la cotisation sociale. Donc pareil, voilà. Et que le CDI redevienne la norme. Et une augmentation des salaires pour permettre à tout le monde de vivre dignement. Parce que nous, voilà, on pense que, comme tu dis, cette espèce de génération qui est plus précaire, qui part plus tard de chez ses parents, ben c'est parce qu'elle n'a pas une thune, quoi. C'est pour ça. Et donc, pour moi, éducation, travail, ça doit être les piliers si on veut répondre aux défis de la jeunesse. Et il faut que les organes de jeunesse, et en tout cas nous, c'est ce qu'on fait, éducation, travail, c'est nos priorités, c'est nos campagnes principales et on parle que de ça toute l'année. Pas que, évidemment, on a d'autres sujets, mais c'est nos sujets de prédilection, c'est nos sujets principaux. Et justement, je dis beaucoup justement, j'ai un petit tic de langage. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas de quoi être pessimiste à l'heure actuelle quand on voit, vous dites qu'il y a des problèmes d'inégalité entre les étudiants qui doivent travailler et ceux qui n'ont pas besoin de travailler, mais aujourd'hui, dès le lycée, il y a déjà de plus en plus d'inégalités avec le fait que le bac soit à moitié en contrôle continu, donc toutes les notes n'ont pas la même valeur. Ensuite, sur Parcoursup, on sait de quelle origine sont les lycéens, donc on va les juger différemment selon la valeur qu'on va donner aux notes de leur lycée, selon si c'est un bon lycée ou pas. Est-ce que vous avez des positions là-dessus aussi vis-à-vis des lycéens au MJCF? Oui, bien sûr, bien sûr. On est la première organisation de France sur les lycées, et donc c'est sûr que c'est un sujet qu'on prend à cœur. Moi, j'ai adhéré à la JC, j'étais au lycée, et pour nous, c'est quelque chose de super important. Nous, ce qu'on voit, c'est que le système éducatif, tel qu'il est aujourd'hui, c'est un système éducatif inégalitaire, injuste et individualiste. Parce qu'avec tout ce dont vous avez parlé, le contrôle continu, qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment un bac par lycée. Et on sait très bien qu'un bac obtenu dans le lycée où moi j'ai été, au lycée du Mirail, un quartier populaire de Toulouse, on sait qu'un lycée obtenu là et un bac obtenu là et un bac obtenu au lycée Henri IV, ça n'aura pas du tout la même valeur. Pourtant, c'est l'école de la République. Et pour moi, une des promesses républicaines centrales, c'est la promesse de l'égalité. Et si l'école ne tient plus cette promesse, alors c'est le début de la fin. Et ça fait quelques années que l'école ne tient plus cette promesse d'égalité républicaine. Et pour moi, c'est très grave parce que c'est la porte ouverte aux écoles privées. Ça crée aussi une défiance entre la République et les citoyens. Et donc on dit tout le temps réconcilier la nation et la jeunesse et tout. Déjà, commençons par reconstruire l'école et ça sera déjà une bonne chose, un bon premier pas. Et donc si c'est sûr, avec ce système éducatif, voilà, j'ai dit inégalitaire, injuste et individualiste, c'est sûr que il ne fait que reproduire les inégalités alors qu'il est censé les corriger. Et on voit d'ailleurs toutes les réformes Blanquer. En fait, toutes les réformes qu'il y a eu sous Macron, elles ont fait qu'amplifier ça, avec la destruction complète du groupe classe, où maintenant on prend des options, et voilà, avec le fait de se spécialiser de plus en plus tôt aussi. Ça fait que maintenant, on va devoir faire des choix d'orientation dès le plus jeune âge. Et donc ça va, pour moi, ça amplifie les inégalités, quoi. Mais donc, voilà, il y a ce système éducatif qu'il faut complètement révolutionner. Et nous, voilà, un bac national avec un cadrage national des diplômes, d'ailleurs même après le bac, mais un bac national en contrôle terminal, la fin de Parcoursup pour permettre à tout le monde d'accéder à l'enseignement supérieur avec la seule condition, c'est d'avoir le bac, parce que ça servait à ça à la base le bac, et réduire le nombre d'élèves par classe. Parce qu'aujourd'hui, à 35 au lycée, c'est pas vrai que le prof il peut accompagner correctement les élèves. Et voilà. Et donc, voilà, ça c'est des premières bases. Et puis, si une revendication qu'on a portée avec force pendant les présidentielles, c'est aussi la fin des devoirs à la maison. Parce que nous, on dit que tout ce qui doit être fait pour l'école doit être fait à l'école. Et les devoirs, c'est le grand début des inégalités. Si on a des bonnes conditions pour bosser, des parents qui peuvent nous aider, voilà. Et si c'est pas le cas, donc pour moi, il y a tout à refaire sur le système éducatif. Et aujourd'hui, plus ça va aller et plus il va reproduire les inégalités, malgré un investissement énorme des profs et au-delà des personnels de l'éducation nationale. Mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens de faire leur boulot correctement, quoi. Oui, et eux-mêmes parfois s'estiment dépassés par la situation dans de nombreux cas.
On voit aussi qu'il y a des pénuries de professeurs par endroit, des académies qui se retrouvent à poser des annonces sur Pôle emploi pour recruter des professeurs. Bon, c'est quand même un contexte assez intéressant là-dessus. Et face à tous ces défis, vous avez en face à vous un Jordan Bardella, par exemple, qui se moquait de Léon Desfontaines pendant la campagne des européennes en disant Monsieur est communiste en 2024. C'est-à-dire que vous avez une partie du bord politique qui essaye de faire passer le communisme comme quelque chose de ringard, quoi, de passéiste du XXe siècle. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah, moi, je pense que le communisme, c'est d'actualité. Ou en tout cas, même si, j'allais dire, chacun appelle ça comme il veut, mais si on est d'accord pour dire que le système capitaliste qui met en concurrence les individus entre eux, pour, par exemple, en ce qui concerne la jeunesse, on est en concurrence pour trouver des stages, on est en concurrence pour louer un appart, on est en concurrence pour trouver un boulot, on est en concurrence avec son collègue de promo pour une prépa, pour un concours. Si on est d'accord pour dire que ce système de concurrence, on n'en veut plus et qu'on aimerait bien plutôt quelque chose de coopération, d'entraide, si on est d'accord pour dire que si on continue comme ça, on ne va plus pouvoir habiter sur la planète, si on est d'accord pour dire qu'il faut inventer autre chose, ben moi je pense que le communisme a jamais été autant d'actualité. Et donc pour moi, maintenant, reste à débattre du contenu qu'on met derrière. Et à la limite, voilà, nous la nouvelle société qu'il faudra créer, basée sur les solidarités, l'entraide, le partage, et un principe fondamental chez nous, mais simple, qui est que quand on travaille, ce qu'on produit, le produit de notre travail doit revenir aux gens qui travaillent. Bon, ben, si on est d'accord sur ces principes, nous, on appelle ça le communisme. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec l'extorsion de la plus-value sous le capitalisme. C'est ça, exactement. Et avec aujourd'hui, où on a beaucoup de gens qui bossent, et pour parler de manière très concrète, on a, je sais pas, chez Renault, des ouvriers de chez Renault, même des cadres, enfin, des gens qui bossent du début de chaîne jusqu'au bout de chaîne, et où on voit que la valeur que va produire la vente d'une voiture, on voit qu'il n'y a qu'une petite partie qui va leur revenir à eux, et l'autre partie va partir aux actionnaires et aux patrons. Bon, ben, là, on voit un exemple très concret d'une partie de la richesse produite qui est accaparée par des gens qui possèdent le capital. Alors voilà, nous, on appelle ça le capitalisme, on pense qu'il faut inventer autre chose, qu'il faut le dépasser. Et on l'a vu avec la crise des agriculteurs aussi. Là, c'était typique. On a des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, donc au début à la production, et puis ensuite, on a des travailleurs de l'autre côté qui n'arrivent pas à remplir leur frigo. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est pas l'argent, il ne s'évapore pas. C'est parce qu'entre-temps, il y a des distributeurs, il y a des grandes marques qui prennent des marges. Des centrales d'achat notamment. C'est ça. C'est eux qui font le plus de marge, beaucoup plus que la grande distribution d'ailleurs, enfin beaucoup plus que les supermarchés. Donc voilà, on a entre-temps plein d'intermédiaires qui viennent voler le fruit des travailleurs pour qu'à la fin, ce soit des travailleurs qui payent plus cher. Donc tout ce système-là, et puis ça c'est un des exemples parmi tant d'autres, toutes les semaines, il y a une actualité qui nous fait dire que c'est n'importe quoi et il va falloir arrêter avec ces conneries, il va falloir inventer autre chose. Et donc nous, on appelle ça le communisme, mais on est des gens ouverts et notre projet de société, on le met en débat dans le pays, quoi. Et donc on verra ce qui en ressort. Mais en tout cas, moi je pense que c'est d'actualité. Que ce soit au vu de l'actualité des combats écolos ou de l'actualité des combats pour plus de justice sociale, la réponse qu'on propose qu'est le communisme, je pense qu'elle est pertinente. Bien sûr. Et maintenant, il va falloir convaincre les gens de ça. Mais comment on fait? C'est les questions qu'on se pose tous les jours quand on est communiste. Alors, à l'inverse de ceux qui vous reprochent de vous revendiquer communiste, vous avez aussi d'autres gens à gauche, comme les Insoumis par exemple, qui vont vous reprocher d'être devenus trop sociodémocrates. J'ai vu même que récemment, c'était il y a une semaine ou deux, Bruno Le Maire avait parlé des partis politiques sociodémocrates. Il avait cité le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. Donc ça a aussi été retenu contre vous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez cette réputation de sociodémocrate auprès d'une partie de la gauche? Bah, pour appeler un chat, parce qu'il y a toute une diversité à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, il y a des choses qui sont différentes. En ce qui concerne la France insoumise, moi je crois que
Parce qu'on parle souvent des petites différences d'actualité, des divergences d'analyse qu'on a, qui sont intéressantes, c'est des débats intéressants d'ailleurs. Mais ça, c'est peut-être un débat un peu de niche, mais pour moi, la différence fondamentale avec la France Insoumise et le Parti communiste, et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, c'est parce que nous, on est un parti révolutionnaire et que c'est un parti social-démocrate. Mais c'est pas une insulte que de dire ça. C'est parce que typiquement, nous, on ne dit pas votez pour nous, et d'ailleurs, votez pour nous à l'élection présidentielle, parce que c'est que ça qui les intéresse. Et puis ensuite, tout ira bien, vous inquiétez pas, on va appliquer notre programme, ça va être génial. Nous, on ne dit pas ça. Déjà parce que c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Et puis parce qu'en plus, nous, on pense que on va avoir besoin de lutte pour faire le 10e de ce qu'on a envie de faire pour le pays. Et puis, on ne va pas éternellement parler de ce qui est bon pour les gens à la place des gens. Aujourd'hui, on a quand même des ouvriers, des employés qui votent majoritairement pour le Rassemblement national et des CSP+, et des centres-villes qui votent pour la gauche. Il va falloir se poser des questions au bout d'un moment. Et donc là, on va aller dire aux gens qui ont pensé que le RN était une solution, ah ben vous êtes des enfoirés, vous aurez jamais, vous êtes des fachos et vous avez mal voté. Voilà. Non. Et du coup, nous, on pense qu'on peut pas, tout ça pour dire que nous, on pense pas qu'on peut faire de la politique sans les gens. Et on ne dit pas juste voter pour nous, ça ira bien. Nous, on est convaincus qu'on est obligé d'être majoritaire si on veut faire quelque chose. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est des révolutionnaires. Parce que sans mouvement populaire, je pense qu'on ne pourra pas obtenir de conquête sociale profonde, de conquête révolutionnaire. Là où eux, ils disent juste votez pour nous et puis ça ira. Et on le voit d'ailleurs, cette espèce de focalisation sur l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et de tout son mouvement, c'est gentiment en train de nous conduire à notre perte, quoi. Donc ça aussi, au bout d'un moment, ça fait partie de tout ce que j'appelle la gauche de la défaite, quoi. Tout ça, il va falloir en sortir. Et donc pour moi, c'est ça une des différences majeures, c'est qu'on est révolutionnaire et qu'ils sont sociodémocrates. Et parce que, d'ailleurs, en ce moment, là, notre belle alliance, ça s'appelle le nouveau Front populaire. Le Front populaire en 1936, il y a une victoire par les urnes, évidemment, mais après, il y a 3 semaines de grève. Et 3 semaines de grève pour aller obtenir les congés payés qui n'étaient pas dans le programme du Front populaire et la semaine de 40 heures qui n'était pas dans le programme du Front populaire. C'est que les grèves, le mouvement ouvrier, les organisations révolutionnaires ont apporté plus de progrès au pays, finalement, que les organisations social-démocrates qui ont gagné, qu'on soutenait. Mais on n'a pas participé au gouvernement, par exemple. Donc pour moi, ça c'est un peu un faux débat. C'est des éléments de langage de l'AFI qui aiment bien se raconter des histoires pour dire qu'ils sont plus à gauche que nous. Ouais. Mais la vérité, c'est que pour moi, il n'y a pas... Mais à la fin ça, c'est pas un sujet. Bruno Le Maire a décrété que l'AFI était plus révolutionnaire et menaçante, visiblement, que vous. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il épouse le narratif de la France insoumise, ou est-ce que c'est pour vous faire un baiser de la mort? Non, c'est parce que je pense que parmi tous les débats, les trucs, il y a aussi un désaccord sur la forme. Disons que nous, l'outrance et l'espèce de dégagisme, de populisme de gauche, nous, on n'a jamais trop été fans de ça, quoi. Et si on dit ni Dieu, ni César, ni Tribun à l'international, on peut rajouter ni Mélenchon. C'est ce qui s'était passé, le 1er mai, quand on s'est rencontrés, que je vous avais interviewé. Ouais. Il y avait eu un moment plus tard dans la manifestation où les gens du HMJCF ont chanté ni Dieu, ni César, ni Tribun, ni Mélenchon. Oui, c'est ça, c'est que c'est devenu une blague militante chez les communistes. C'était la fin de notre reportage du 1er mai, ouais, c'est ça. C'est une blague militante chez les communistes, mais c'est pas au-delà de la blague. C'est que nous, déjà, on n'est pas, si on est contre la Ve République, c'est pas pour reproduire ces schémas, pour commencer. Et ensuite, c'est que cette manière de faire de la politique, elle nous plaît pas, quoi. Ce truc de chercher le scandale, chercher le buzz, c'est tout ce qu'on dénonce chez nos adversaires, donc on va pas commencer à faire pareil, quoi. Et donc je pense que oui, il y a une espèce d'outrance permanente chez l'AFI qui fait que certains de nos adversaires les mettent à part, quoi. Mais voilà, il y a ça, il y a aussi une stratégie sciemment théorisée par l'AFI de se dire il faut qu'on clive tout le temps, et qu'on soit seul contre tous. Et donc du coup, ils ont beaucoup de bad buzz, un peu pas justifié d'ailleurs, hein, on leur reproche un peu tout et n'importe quoi, de la pire des ordures. Bon, je trouve parfois ça va vraiment loin, et parfois ils tendent le bâton pour se faire battre, quoi. Mais c'est pas des erreurs, hein, ou des dérapages, c'est une stratégie sciemment théorisée, et c'est le clivage, ça sera
le chaos et puis après nous. Donc c'est pas ils font exprès, Oui. c'est pas des idiots ces gens. Bah, Mais pour moi, c'est une stratégie mortifère parce que ça nous marginalise. Et si on veut être majoritaire, ça sera jamais avec ces gens. bah, chez eux, il y a notamment une utilisation des réseaux sociaux Ah ça, ils sont forts par contre. qui est faite pour créer de la polémique à travers les réseaux sociaux, pour parfois même communiquer en premier lieu sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon parfois même exclut des gens du parti en faisant un tweet. C'est-à-dire c'est une stratégie qui a été aussi beaucoup inspirée de ce qui se passait aux États-Unis. Ils font un petit peu du Trump dans la communication, hein, d'utiliser les réseaux sociaux pour ensuite créer du débat sur les plateaux télé. Ça se retrouve ensuite sur les plateaux de télévision. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre militant? Comment est-ce que vous utilisez ça au MJCF? Bah, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que. Et sur la com, de manière générale, les communistes, on n'est pas les meilleurs, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est que on fait beaucoup. Moi, je suis convaincu qu'on est le parti le plus militant de France. Et en termes d'adhérents et en termes de nombre d'actions qui sont faites, il y a une richesse incroyable chez les communistes que vous ne pouvez même pas soupçonner. Enfin, le nombre de cars à la mer qu'on organise, la solidarité concrète qu'on fait vivre, le nombre d'initiatives qu'on prend mais dont on n'entend pas parler parce qu'on ne sait pas communiquer dessus. Ça, c'est catastrophique. Puis dans Et les donc, communes aussi, dans les communes PCF, c'est il y a clair. beaucoup de choses qui se font au niveau municipal aussi. C'est sûr, dans les mairies communistes, il y a des trucs d'une richesse énorme, des cinémas gratuits, un accompagnement des associations de quartier, Des mutuelles, des colonies de vacances. des choses vraiment tout, incroyables. En Île-de-France, mais d'ailleurs, les mairies communistes d'Île-de-France, il y a beaucoup de personnalités qui viennent, qui ont grandi dans des mairies communistes et qui le disent. Qui disent, ben voilà, moi si je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un maire communiste. Et donc, Mais moi aussi, si je bon, suis ben, là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un maire communiste. bon, ben, vous voyez. Si j'en Donc, suis là dans ma vie. c'est ça. Et il y a tout ça et on communique jamais dessus parce que je sais pas si c'est une histoire qu'on est trop modeste ou je crois que c'est juste qu'on n'arrive pas à le faire parce que on a trop longtemps peut-être considéré que c'était secondaire sur les réseaux sociaux pendant trop longtemps. Mais moi le premier, hein. Je me rappelle, il y avait des gens qui me disaient quand j'étais à Toulouse, mais ça doit être la priorité, ça doit être la priorité. Et moi je disais oui, oui, allons distribuer des tracts sur les lycées et on verra après quoi. Avec le recul, peut-être qu'ils avaient raison. Enfin, c'est même sûr. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est un terrain militant comme un autre. Et c'est une manière de communiquer. Aujourd'hui, les gens s'informent plus qu'avec le JT ou avec le journal. Ils s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux. Et Surtout donc, les jeunes. surtout les jeunes. Et donc, c'est sûr qu'il faut investir ce terrain. On le fait. On a un média en ligne, un journal, notre journal qui s'appelle L'Avant-Garde, où on a une page. Voilà, on essaye d'avoir de plus en plus de vidéos, mais c'est sûr qu'on a du retard, quoi. Donc on essaye de rattraper le retard doucement, péniblement, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse plus d'efforts, qu'on soit plus à la hauteur sur ce sujet. Oui, et puis le fait d'arriver après les autres aussi, c'est un marché qui est bouché aussi. Enfin, c'est un marché de l'attention. Bah oui. C'est compliqué de s'insérer dessus quand il y a déjà tous les concurrents qui sont dessus depuis des années. Ça c'est clair. Mm. Ça c'est sûr. Après, il faut pas se cacher, il y a une histoire de pognon aussi. Enfin, quand nous on voit qu'on commence à faire des vidéos de bonne qualité de plus en plus, nos adversaires ils achètent des télés, bon, Oui, le des chaînes de média. télé, bon ben voilà. Donc c'est sûr, bah, le média ou même tout l'Empire Bolloré. Oui, Pour, aussi. Oui. là, Je pensais plus à la gauche, mais oui. ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà, donc c'est. Mm. Mais bon, il y a des chantiers en cours, il y a pas mal de boulot qui est en train de se faire. J'espère que ça paiera ses fruits bientôt. Mais non, on est en retard, on est à la bourre sur ça. Mais on s'améliore. Ben, nos adversaires, ils sont en Champions League et nous, on joue le maintien en Ligue 2, quoi. Donc, mais bon, on progresse. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est que, comme je disais, moi, je suis convaincu que l'engagement collectif et le fait de faire ensemble, même si ça paraît vieux et tout ça, mais je suis convaincu que ça peut permettre d'obtenir des victoires et des changements concrets, en tout cas qu'on n'obtiendra jamais si on essaye de faire des trucs un peu tout seul, et que la force du collectif, la force du nombre, c'est une force qui peut être inarrêtable. Et donc moi, la chose que je peux dire, c'est qu'il faut s'organiser, quoi, que ce soit chez les jeunes communistes ou ailleurs, hein, évidemment. Moi, je prêche ma paroisse, j'allais dire ma paroisse, mais je suis trop attaché à la laïcité pour ça, mais je prêche mon camp, mais évidemment, il faut s'engager chez les jeunes communistes, mais il faut s'engager collectivement dans des syndicats, dans des assos, dans des partis politiques, parce que c'est des leviers qui permettent d'avoir de la force et d'avoir des rapports de force pour combattre tous nos adversaires qui, eux, sont très, très bien organisés
Donc, il faut y aller, quoi. Engageons-nous.